Je ne connais rien de plus fondamental que ça. Et je me place dans une perspective historique à long terme pour l'affirmer, là. Si ce n'était pas de la recherche indépendante, quand on dit indépendante, on s'entend, c'est indépendante des impératifs économiques immédiats, ou même indépendante, je dirais, de toute applicabilité, parce qu'on peut travailler, disons, dans le social sur la délinquance, mais on va subventionner parce que c'est très applicable. Alors, travailler sur des choses qui ne sont pas applicables, c'est-à-dire immédiatement applicables, pour moi, c'est absolument essentiel et je reviens à ce que je disais, je me base sur l'histoire de la science. Par exemple, le principe clé de voûte de toutes les sciences biologiques, qui est le principe de la sélection naturelle, la théorie d'évolution axée sur la sélection naturelle, c'est un principe qu'on doit à Charles Darwin, qui lui travaillait indépendamment, complètement indépendamment de toute contrainte. La même chose, je pourrais nommer tellement d'exemples, la théorie de la gravitation de Newton, la théorie de la relativité d'Einstein, euh, plus près de nous, tout le développement de l'anthropologie depuis 150 ans, en fait la naissance de l'anthropologie, quand les premiers anthropologues se sont rendus compte que les différentes ethnies avaient des systèmes de parenté différents, ils s'en sont rendus compte par curiosité, par intérêt. La discipline est née à partir de la comparaison des systèmes de parenté des Indiens d'Amérique et tout. Aujourd'hui, on documente la variabilité comportementale humaine à l'échelle planétaire. On a des milliers et des milliers de monographies. Si ce n'avait pas été de cette recherche indépendante, si ça avait été soumis à des impératifs économiques, on ne connaîtrait pas ça. On n'aurait pas les lois de Kepler qui régissent les... Pour moi, c'est les principes théoriques parmi les plus fondamentaux ont été découverts grâce à des gens qui cherchaient par pure curiosité à comprendre la réalité sans impératif immédiat. Et je pense que ça continue et qu'on ne sait jamais où les choses peuvent aboutir. Et je dirais, pour être plus pratique, c'est que toutes ces théories-là, ces principes fondamentaux, peuvent éventuellement trouver des applications pratiques. Puis évidemment, la physique de Newton, de Kepler, d'Einstein a joué un rôle premier, surtout celle de Newton, là, dans pas la conquête, mais l'exploration de la Lune. Bon, qui avait des intérêts évidemment très, très de compétition avec les Russes et tout. Mais c'est grâce à ces principes qui étaient complètement abstraits au départ. C'est grâce à des gens comme Copernic, qui étaient des illuminés, qu'on sait ça. Donc, je ne peux pas... Pour moi, la recherche fondamentale est ce qu'il y a de plus beau. Le simple fait qu'on demande toujours des grosses équipes. Et je dis bien, pas des équipes de 2, c'est des équipes de 3, 4, 5, 6. Puis plus ils sont grosses, plus c'est valorisé. Ça nous oblige, ça nous fait rentrer dans des moules. On est obligé de travailler sur des choses qui nous intéresseraient peut-être un peu moins, mais parce que les autres co-chercheurs travaillent là-dessus, etc. Donc, on n'est pas aussi indépendant. Sans compter évidemment le fait qu'on nous demande dans nos subventions quelle est l'applicabilité possible de votre recherche. Alors, imaginez, quand on travaille sur le comportement animal ou sur, je ne sais pas, l'histoire de la poésie, il n'y en a pas. Alors, quand les gens qui ont des listes de critères à suivre pour cocher et évaluer les demandes de subvention, quand ils doivent évaluer, ils en tiennent compte. Évidemment, ça peut dépendre des chercheurs, mais je pense que dès qu'on donne ce genre de critères d'applicabilité, grosses équipes, domaines de recherche en particulier, on le dit, au CRSNG, au CRSH, on privilégie certains domaines, je pense qu'on nuit à la recherche fondamentale. On vit dans des sociétés où on a une chance extraordinaire de dépasser le ici et le maintenant, de se poser des questions toujours immédiates. Je veux dire, on a la chance de comprendre l'univers. C'est quand même assez extraordinaire ce qu'on peut faire dans des départements d'astronomie et des départements de physique. Et moi, ça m'emballe, ça donne un sens à la vie. Ça donne un sens à la vie, pas juste des chercheurs qui le font, mais de ceux qui nous lisent. De comprendre, par exemple, l'évolution humaine. Imaginez si il n'y a aucune raison pratique de comprendre l'évolution humaine, c'est-à-dire de comprendre, de décrire, de trouver et de décrire les différents fossiles d'hominidés qui nous ont fait passer d'un stade d'à peu près chimpanzé au stade où on est aujourd'hui. Il n'y a rien de pratique là-dedans. Mais c'est d'un intérêt absolument extraordinaire de savoir d'où on vient et ça emballe une bonne partie de la jeunesse. De la même façon que la conquête de l'espace, je ne pense pas que la conquête de l'espace est toujours des
comment dire, des motivations, pas chez les chercheurs en tout cas, des motivations économiques. Je pense qu'il y a vraiment des motivations de pure découverte qui sont emballantes pour la planète en tant que telle. Que s'il fallait perdre ça et travailler seulement pour notre survie immédiate, la vie perd son sens. On survit. On ne fait que survivre, comme les animaux, on survit, puis on meurt, puis on est remplacé par d'autres. On lègue quoi? On lègue rien.